L'opération allemande remet au ministère de la Santé du matériel important pour la consolidation des acquis de la lutte contre Ebola. C'est un caisson d'isolation d'éventuels malades accompagné d'un chèque de 300 millions. Le président de la République poursuit donc sa tournée dans la région de Kolda. Au deuxième jour de sa visite, il s'est rendu au barrage de Nyandoba dans l'Anambé. Cette infrastructure est dédiée à l'aménagement de terres cultivables dans le cadre de la politique d'autosuffisance en riz. Nous y reviendrons avec nos équipes qui suivent la tournée économique du président de la République au sud du pays. Fermés depuis 6 mois, les sites d'orpaillage seront réouverts avant la fin du mois. L'information est du ministre des Mines. Aly Ngouille Ndiaye a remis aux acteurs de la filière plus de 3800 cartes d'orpailleurs sécurisées et annoncé l'investissement de 2,5 milliards dans la région de Kédougou. Nous regardons ce reportage de Abdoulaye Sinkare. Ce moment, c'est tout Kédougou qui l'attendait. Il va falloir qu'on prenne les mesures et qu'on les planifie pour chaque Djoura, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, dans la distribution des cartes pour que d'ici la fin du mois de février, que les Djouras soient tous ouverts. Pour une meilleure réglementation, la réouverture des sites s'accompagne de la mise à disposition de cartes d'orpailleurs sécurisées. Ça, c'est un combat depuis de longues années que nous avons mené parce que ce secteur-là qui génère beaucoup d'activités, l'État a compris que ce fléau vraiment est un fléau de développement pour qu'il nous puisse aider à nous vraiment accompagner dans ce secteur et à régulariser ce secteur. Sur le terrain, ils exultent. L'arrivée d'Aly Ngouille Ndiaye est synonyme d'espoir. Ici, à Harakhena, plus grand Djoura de Kédougou, les orpailleurs avaient fini de transformer l'environnement en un vaste champ de trous. Désormais, des couloirs seront délimités. Au moment où en 2003, le code minier est entré en vigueur, il n'y avait pas dans le code minier des couloirs d'orpaillage. C'est peut-être une faiblesse. Et c'est ce qui fait que nous n'avons pas pu, d'autorité, décider que certains endroits doivent faire l'objet de couloirs d'orpaillage. Nous avons négocié avec les sociétés minières. Beaucoup sollicitent l'ouverture d'autres couloirs d'orpaillage et nous allons continuer donc à discuter avec ces sociétés minières pour pouvoir revenir vers vous et vous donner satisfaction. Pour mieux encadrer l'orpaillage, Aly Ngouille Ndiaye annonce la mise en place prochaine de comptoirs d'achat. 2,5 milliards des fonds miniers seront injectés dans la région, ce pour réaliser des infrastructures dans l'agriculture, la santé, l'éducation et la sécurité. Ici à Dakar, une trentaine de chefs d'entreprise des PME, essentiellement des femmes, viennent de bénéficier d'une formation sur le commerce électronique. L'initiative est de la direction des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le TradePoint Sénégal. Au terme de la formation, les bénéficiaires ont reçu la visite du ministre Alioune Sarr en charge du commerce. C'est un compte-rendu signé Alassane Diédhiou. C'est un secteur en pleine expansion au Sénégal. Impulsé par le développement de l'ordinateur et son corollaire, l'accès à l'Internet, le commerce électronique est désormais un levier sur lequel les autorités gouvernementales entendent s'appuyer pour asseoir et diversifier les bases d'une politique commerciale efficace. Pour accompagner cette dynamique et traduire en acte sa volonté politique, le ministre en charge du commerce s'est rendu au centre de formation du TradePoint Sénégal qui abrite un séminaire de recherche sur le web marketing à l'intention d'une trentaine de chefs d'entreprise, essentiellement des femmes. Quand nous voyons aujourd'hui des chefs d'entreprise qui se positionnent clairement sur le secteur du commerce électronique, qui valorisent leur visibilité sur les marchés, qui valorisent la qualité de leurs produits, naturellement, ils s'insèrent dans un segment qui est assez intéressant. Alors, cela dit, il faut quand même placer justement l'intérêt de cette formation dans un contexte du plan Sénégal émergent, où, comme vous le savez, l'économie sénégalaise est constituée par plus de 90% de petites et moyennes entreprises. Et dans ces PME, vous avez une place importante de femmes. Au cours du point de presse qui a sanctionné cette visite, le ministre Alioune Sarr a été également interpellé sur des questions d'actualité relatives à la politique de commercialisation des denrées alimentaires. Alioune Sarr est revenu sur les fondamentaux de la politique du gouvernement. Dans le contexte du plan Sénégal émergent, où nous cherchons justement à valoriser la production nationale, où nous cherchons à être autosuffisants dans le domaine du riz, de la tomate, de la pomme de terre, de l'oignon, mais également des services, du textile par exemple.
Nous cherchons également à être autosuffisants aussi dans l'artisanat. Il est important justement de pouvoir avoir des prestations de services de cette nature qui rendent notre économie justement valorisée. Auparavant, le ministre en charge du commerce a mis à profit cette opportunité pour effectuer une visite à la radio Trade FM, la seule radio sénégalaise spécialisée dans l'information commerciale et économique. Dans le cadre de la consolidation des acquis de la lutte contre Ebola, la coopération allemande appuie le ministère de la Santé. Elle a mis à la disposition des autorités sanitaires un caisson d'isolation d'éventuels malades. Cet équipement permet de stopper la transmission. Le geste de l'Allemagne se double d'un chèque d'un peu plus de 300 millions de francs au Martiao. Cet équipement d'isolation est spécialement conçu pour le transport des malades hautement contagieux. Il contribue à améliorer la sécurité des personnels soignants. Le don que nous venons de recevoir est un caisson pour le transport d'un éventuel malade suspect ou un malade qui aurait la maladie d'Ebola. C'est quelque chose qui nous permet d'être encore plus sûrs de nous au plan de la préparation. En plus du caisson, la coopération allemande a libéré un chèque d'un peu plus de 300 millions de francs CFA pour appuyer les activités de prévention. C'est un montant de 500 000 euros pour le domaine de la prévention au Sénégal. L'évolution des cas dans les pays de la sous-région affectés est à la baisse et Ebola ne fait plus la une de la presse. Même s'il y a un peu de baisse de l'attention des médias, cette maladie n'est pas encore vaincue. C'est vrai qu'il y a de l'espoir, mais ce n'est pas plus. Il faut tenir le coup et il faut rester alerte. Jusqu'à maintenant, le Sénégal a apporté une réponse satisfaisante à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Le bilan fait état d'un cas importé bien pris en charge. Pour autant, il ne faudrait pas dormir sur ses lauriers. Tant qu'il y aura un cas dans la sous-région, il faut être vigilant. Donc c'est mon message permanent. Depuis 2014, la coopération allemande s'est fortement impliquée dans la lutte contre Ebola. Pour rappel, l'armée de l'air allemande a largement contribué au pont aérien vers les pays touchés. Restons avec la lutte contre l'épidémie à virus Ebola pour dire que les femmes travailleuses de la CNTS s'informent et sensibilisent. Elles ont tenu un panel animé par des professionnels de la santé à Ramdao. Elles avaient revendiqué cette sensibilisation au virus Ebola. Une revendication qui émanait de la base et qui est aujourd'hui satisfaite. Avec ces femmes travailleuses de la CNTS dans ce panel, des professionnels de la santé venus leur délivrer la bonne parole. Nous sommes venus leur dire qu'en tant que femmes, elles doivent être à la tête et au milieu de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Et qu'au niveau de leur lieu de travail, qu'elles veillent à ce que le savon soit disponible dans les toilettes et que les comportements favorables, surtout en ce qui concerne le lavage des mains à l'eau et au savon, qu'elles y veillent pour que tous les travailleurs puissent se l'approprier et que la prévention continue de demeurer dans tous les lieux de travail. Se faire sensibiliser est pour elles une contribution à la lutte contre l'épidémie, car le danger n'est pas encore totalement écarté et elles sont avant tout des mères de famille. Nous avons mis dans le cœur de notre processus la formation, l'éducation. On a dit une journée d'échange, un échange fructueux. Ça veut dire qu'avec un regard croisé, avec des experts, aussi bien à tous les niveaux de la santé, patronat et autres, pour qu'on puisse analyser correctement, avoir des fortes recommandations et qui vont découler sur un plan d'action au niveau de la base. Cette autre facette du syndicalisme, elle compte davantage la faire voir. Après Ebola, elles s'arrêteront sur le plan Sénégal émergent pour mieux comprendre ses tenants et ses aboutissants. Je vous le disais en ouverture de ce journal, le président de la République poursuit sa tournée économique dans la région de Kolda au deuxième jour de sa visite. Il s'est rendu au barrage de Nyandouba dans l'Anambé, une infrastructure dédiée à l'aménagement de terres cultivables dans le cadre de la politique d'autosuffisance en riz. Nous pourrons en parler, nous allons retrouver nos équipes sur place. Tidiane Bari, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors Tidiane, quel a été le contenu de la deuxième journée de la visite du chef de l'État dans la région de Kolda, en plus, à part cette visite à Nyandouba dans l'Anambé? Voilà, cher, la vallée de l'Anambé et ses différentes potentialités, la rencontre avec les acteurs de l'économie au niveau de l'Anambé,
ont ponctué la journée de travail du chef de l'État. C'est le menu de cette antenne spéciale de ce soir. Bientôt, plus de riz importé dans la région de Kolda. Le Fouladou est en effet sur le point d'assurer sa propre consommation alimentaire en riz et même contribuer à la politique nationale d'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, à Anambé, les prévisions font état d'une production de 70 000 tonnes de riz blanc grâce à un aménagement hydraulique de 20 000 hectares déjà en cours de réalisation. C'est l'un des axes majeurs de la tournée économique que le président effectue en ce moment dans la région de Kolda. Les débuts d'une journée marathon, une immersion dans le Fouladou profond, les réalités du marché sous-régional de Diaobé, les visages pleins d'espoir, remplis de joie de population qui retrouvent une fierté et pour certains, un rêve longtemps caressé de pouvoir parler directement au président de la République. Si près, si loin, le président Macky Sall choisit de s'inviter dans le quotidien de ces populations. Les entendre parler de ce qui les inquiète pour changer leur vie. La séquence est forte sur le chemin qui nous mène au barrage de Nyandumba. Elle cède la place à une image forte, celle d'un chef d'État qui marche seul sur les hautes montagnes au bord des rives du Fouta Djallon. Ici, nous sommes à une dizaine de kilomètres de la Guinée et ce lieu sera bientôt l'espace d'une véritable révolution agricole dans l'Anambé. Nous sommes aujourd'hui en train de réhabiliter 3180 hectares. En plus de cela, nous avons un financement sûr pour réhabiliter le reste du bassin, 2000 et quelques hectares. Et à l'heure actuelle, on a déjà lancé les marchés pour 800 hectares. Et avec l'AFD, on va compléter ce qui nous permettra de couvrir tout le bassin avant 2016. Alors, si on arrive à réhabiliter le bassin, 5000 hectares, plus les 15 000 hectares qu'on va réhabiliter grâce au PAPIL, PPDC et PADAER, on aura 20 000 hectares. Et ces 20 000 hectares peuvent nous donner à peu près 70 000 tonnes de riz blanc. Or, pour toute la région, les besoins tournent autour de 65 000 tonnes. C'est dire donc que votre vision trouve ici une parfaite illustration de sa pertinence, parce que Kolda pourra non seulement nourrir Kolda, mais même contribuer à l'approvisionnement du Sénégal en riz à hauteur de 5 000 tonnes, ce qui est absolument remarquable. Il est venu, il a vu et constaté, touché du doigt les réalités d'un Sénégal du Sud-Est qui est parti pour coller à la politique d'autosuffisance alimentaire en riz d'ici 2017. Un maillon important du dispositif national de croissance économique qui prendra également en charge la riziculture de pluviométrie dans le Sine Saloum. La partie riziculture pluviale, elle va occuper à peu près 40%. Donc c'est un objectif important et ambitieux. Donc là aussi, nous allons accompagner l'encadrement des producteurs. Et le ministre me suggérait justement de prolonger les compétences de la Sodagri, donc par toute cette partie sud-est à sud, donc de Kédougou à Oussouye, mais en passant aussi par Tamba et même peut-être le Sine Saloum, de façon à prendre en charge la riziculture pluviale. Et la SAED, elle est dans toute la vallée du fleuve Sénégal, de Bakel à Saint-Louis. Donc je crois que si on fait cela, l'ensemble du territoire sera maillé et nous aurons un encadrement adéquat, des investissements rationalisés et donc des résultats certains. Étape majeure d'une tournée économique déjà intense, l'Anambé constitue un socle de relèvement de l'activité rizicole dans la région naturelle de la Casamance. L'option et la vision d'un Sénégal émergent dans sa phase pratique redonne espoir à toute une contrée symptomatique d'un mouvement d'ensemble qui envahit le Sénégal des profondeurs avec une forte adhésion à la politique économique du président Macky Sall. Le président de la République a visité les périmètres aménagés du bassin de l'Anambé, 3180 hectares réhabilités d'ici le 30 juin prochain. L'opération entamée par la Sodagri constitue un pas décisif sur le chemin de l'autosuffisance en riz. Sur les périmètres aménagés du bassin de l'Anambé,
La marche du président de la République est édifiante. Des pas sur des centaines de mètres pour constater le processus de réhabilitation des milliers de terres fertiles. On doit réhabiliter d'ici le 30 juin 2015 et nous on compte sur le bureau de contrôle pour faire respecter ça. 3180 hectares. Il ne restera alors à réhabiliter que le secteur 4 et le secteur G. Le secteur 4, le marché est en cours. En principe, les travaux doivent commencer avant l'hivernage, même s'ils ne pourront pas être finis avant l'hivernage. Pour le secteur G, c'est un programme que l'Agence française de développement est en train de... Nous sommes en train de le mener avec l'Agence française de développement. On est en train de faire les études pour connaître le coût de la réhabilitation et l'Agence française s'est engagée en tout cas à donner les moyens pour la réhabilitation. Donc, normalement, avant fin 2016, cette année déjà, 3/5 du bassin seront réhabilités. 3/5. Les cultures, c'est juin, ça veut dire que l'hivernage, vous pourrez... Oui. Ici, on commence à emblaver normalement mi-mai et ça va jusqu'au 30 juillet. Donc normalement, les 3180 hectares cette année doivent pouvoir être utilisés pendant l'hivernage. D'ailleurs, ce qui nous a retardé, c'est qu'on n'a pas voulu utiliser les parcelles l'hivernage passé, mais on aurait dû réhabiliter avant. Mais on a préféré quand même, parce qu'on a emblavé 1600 hectares quand même, donc on a voulu quand même que les producteurs profitent de l'hivernage. En effet, grâce au PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture, 3180 hectares seront récupérés d'ici le 30 juin prochain. Un pas décisif sur le chemin de l'autosuffisance en 2017. Si on réhabilite tout et qu'on fasse même les 7000 sur les 8000 possibles dans l'année, ça fait déjà 35 000 tonnes. Donc ça veut dire que le bassin seulement assure déjà presque 60% pour l'autosuffisance de la région de Kolda. Et donc c'est clair qu'avec les vallées, qui produisent déjà bon an mal an pas mal de riz au niveau de notre région, l'autosuffisance en principe à 2016, si le bassin est réhabilité, il va être réhabilité, sera assuré. Et la Sodagri veut en fait en ce moment multiplier cet exemple au niveau par exemple de la région de Sédhiou avec l'extension. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'elle soit vraiment effective maintenant. À Anambé village, l'espoir est permis. Déjà, 485 tonnes de semences de riz sont stockées dans ce magasin secteur 2 des producteurs. La réserve permet de couvrir 5000 hectares et si l'on y ajoute les 3 autres magasins de la zone, on arrive à 20 000 hectares. Le potentiel est donc là, allié à une mécanisation déjà visible avec ce matériel qui a coûté 400 millions de francs CFA. Sur l'une des moissonneuses-batteuses, le président Macky Sall met la machine en mouvement. La manœuvre est symbolique, c'est le signe d'un espoir réel, car le chef de l'État y croit fermement, les populations du Fouladou aussi. Le chef de l'État a rencontré en fin de matinée les producteurs du bassin de l'Anambé. Le président Macky Sall s'est engagé à les soutenir pour le développement de l'agriculture à grande échelle et les impliquer sur le processus d'autosuffisance alimentaire en riz en 2017. Le matériel agricole sera subventionné à hauteur de 60%. La Sodagri va élargir ses zones d'intervention pour l'accroissement de la production et les cotonculteurs vont bientôt voir leur richesse augmenter grâce à une nouvelle politique de restauration de la culture du coton. Chers producteurs, chère population, mon voyage aujourd'hui ici dans le bassin de l'Anambé rentre dans le cadre d'une tournée de prise de contact, de mise à niveau et de vérification des instructions qui ont été données au gouvernement dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz, entre autres. Mais aussi dans le cadre du programme routier, programme de désenclavement. Je voudrais dire que j'ai été très satisfait par le niveau de mise en œuvre de cette politique et de ce programme national d'autosuffisance. J'ai décidé d'élargir le champ de compétences de la Sodagri qui désormais devra couvrir les régions administratives de Kédougou, de Tambacounda, qu'elle couvre déjà, de Kolda, mais aussi de Ziguinchor, ce qui lui permettra d'aller jusqu'à Oussouye
et de remonter pour couvrir la région du Sine Saloum en matière de production rizicole. C'est une très grande mission qui ne devra pas vous divertir. L'adage le dit, qui trop embrasse, mal étreint. Notre ambition, c'est l'autosuffisance, Inch'Allah, en 2017, et ce sera fait avec l'aide de Dieu. Puisque nous savons la démarche, nous connaissons ce qu'il faut mettre ensemble, les intrants, pour que la cuisson soit bonne. La question du foncier a été abordée, l'aménagement du bassin qui va passer dès la fin juin, dès la fin 2016, à 5000 hectares. Avec une double culture annuelle, c'est quasiment 10 000 hectares que vous aurez, au rendement même de 6 tonnes à l'hectare ou 5 tonnes, pour prendre une hypothèse à minima, vous ferez 50 000 hectares de riz paddy. Mais nous irons plus loin, puisque nous avons engagé 15 000 autres hectares, ce qui, à terme, va projeter le bassin de l'Anambé dans une production de l'ordre de 20 000 hectares. 20 000 hectares, même en riziculture simple, vous donneront 70 000 tonnes de riz blanc, ce qui est au-delà déjà de la consommation de toute la région de Kolda. Ce qui veut dire concrètement, même sans la double culture, Kolda nourrira Kolda au plus tard en 2017. Mieux, en double culture, vous pourrez donc participer en exportant dans les autres régions, participer à la réalisation ambitieuse de ce programme national d'autosuffisance en riz. Je voudrais également, parlant des cotonculteurs, les féliciter et les engager. Cheikh Sabali, il faut que vous produisiez plus que, c'est déjà important, 42% de la production nationale de coton est réalisée ici dans le département de Vélingara. Mais 70 000 producteurs devraient quand même produire au moins 70 000 tonnes. Donc, il y a encore des efforts à faire. Nous allons vous accompagner pour les intrants, pour la mécanisation et pour les semences afin que notre pays puisse dépasser cette barre mythique de 50 000 tonnes par an. Je suis venu ici aujourd'hui surtout pour saluer le courage des producteurs, saluer la bravoure des femmes, saluer la patience et l'espérance des jeunes. Je suis renforcé dans mes convictions de faire de l'inclusion sociale la lame de fond de notre politique d'émergence économique et sociale. Mais cette inclusion sociale va de pair avec la réforme du système de production nationale. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, vous avez vu les grandes moissonneuses-batteuses qui vont changer radicalement votre rythme de production. Donc, votre productivité va augmenter, ce qui veut dire que votre richesse va augmenter. Il reste à vous organiser mieux en coopérative, villageoise ou communautaire, en association de producteurs, pour que vous puissiez acquérir par vous-même, grâce aux subventions importantes que l'État fera sur ce matériel, que vous puissiez acquérir avec l'encadrement de la SODAGRI ces grandes moissonneuses batteuses. Il ne s'agit pas de dire l'État vous donne gratuitement. Cela n'a jamais donné de résultat, donc je n'engagerai pas le gouvernement dans cette voie. Mais ceux qui veulent travailler et ceux qui travaillent effectivement recevront tout le soutien de l'État par des subventions tout à fait indiquées qui seront supérieures à 50 voire 60% et vous acquérez le matériel avec un crédit à travers la banque.
La vallée de l'Anambé joue un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il permet en effet l'exploitation de plusieurs surfaces cultivables à travers lesquelles les populations pratiquent la riziculture, la pêche ou le maraîchage. C'est une synthèse de René Massiga Diouf. Le bassin de l'Anambé est d'une grande richesse, une niche de potentialité hydro-agricole énorme, capacité de stockage 85 millions de mètres cubes d'eau. À cause d'une pluviométrie assez déficitaire, seuls 59 millions de mètres cubes y sont en ce moment stockés. Jamais les populations des villages environnants n'auraient manqué cette occasion de magnifier davantage son apport et son importance dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Son impact sur l'élevage, sur les populations, sur tout ce qu'on peut imaginer et dire, ne souffre d'aucune réserve. Agriculture, élevage, riziculture, horticulture, le bassin et ses confluents mettent cette partie sud du Sénégal sur l'orbite d'un pôle agropastoral viable. 5000 hectares sont à ce jour potentiellement cultivables. Les villages polarisés sont nombreux à bénéficier des retombées. Par le barrage, on arrive quand même à faire la culture de contre-saison qui vraiment soutient les populations en période creuse. Il est maintenant à souhaiter que du matériel agricole, des intrants et tout ce qui s'ensuit soit quand même à la disposition des techniciens. Il y a quand même des activités connexes, telles que l'élevage pour l'abreuvement du bétail. Il y a eu la pêche qui se fait aux alentours de ces barrages-là. Il y a aussi une importante population, une importante masse de producteurs qui en fait exploitent les aménagements actuellement. Les populations mesurent chaque jour qui passe et aujourd'hui plus que jamais la portée des aménagements, lesquels ont un impact socio-économique réel sur la vie des populations. La réhabilitation du bassin de l'Anambé fait l'objet d'un programme spécial, un programme qui vise l'aménagement de 3080 hectares. Objectif, atteindre la sécurité alimentaire. René Massiga Diouf. Le programme de réhabilitation du bassin de l'Anambé est en plein dans sa phase active. Sur les sites d'aménagement, les engins refont les surfaces rizicoles. Ce secteur 3 est l'une des parties sur lesquelles il est prévu une nette augmentation des terres cultivables. Avec un objectif précis, le temps de réalisation devient précieux. C'est un marché qui a commencé au mois de janvier et qui doit impérativement se terminer le 30 juin. Pour permettre aux paysans de pouvoir faire la culture hivernale. Je termine les canaux, le faux cordage des canaux et que je vais faire aussi les pistes, aménager les pistes et on va aller dans un autre secteur pour terminer les travaux. Une augmentation des parcelles rizicoles de l'ordre de 250 hectares est envisagée pour ce seul secteur 3. Sur l'ensemble de tout le périmètre, 3180 hectares seront aménagés. Le bassin de l'Anambé sera pleinement exploité dans le but de l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, l'une des missions assignées au plan Sénégal émergent Casamance surtout. C'est pour participer un peu à la résolution du déficit agricole au niveau national. C'est des aménagements que l'État du Sénégal a mis en place, qui est aménagé pour les producteurs, pour les petits producteurs de manière générale dans la zone de bassin de l'Anambé. Ici, nous sommes au secteur 3, actuellement, où il y aura une réhabilitation du périmètre. La réhabilitation de ce bassin de l'Anambé s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de sécurité alimentaire mis en œuvre par l'État du Sénégal et la Banque mondiale. Un programme dont la finalité est de réunir dans cette partie du Sénégal les conditions d'une vie plus harmonieuse. Avant d'en venir à l'invité du journal, le ministre de l'Environnement et maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, sachez que le président Macky Sall a présidé hier samedi la première édition de la journée nationale de la foresterie sous le thème « Gérer les forêts, c'est garantir l'émergence ». Le chef de l'État a invité l'ensemble des parties prenantes à un comportement responsable pour une gestion durable de nos ressources naturelles. Omar Nying. Autour du président de la République, l'ensemble des acteurs de la foresterie se joignent aux populations. Mobilisation pour la bonne cause, celle de la gestion rationnelle des ressources forestières. Le chef de l'État mesure l'enjeu. Gérer les forêts, c'est garantir l'émergence. La problématique est d'une actualité brûlante.
tant la dégradation de nos ressources naturelles, forestières en particulier, est alarmante aujourd'hui. Chaque année, nous enregistrons la perte de 40 000 hectares de forêt, résultant de changements climatiques, mais surtout de l'action de l'homme, comme les feux de brousse et la déforestation. Kolda, pour célébrer cette journée, le choix n'est pas gratuit. La région fait partie des zones à forte potentialité. Kolda est une région qui abrite un potentiel important de ressources. 14 forêts classées avec une superficie d'environ 333 000 hectares. 10 forêts communautaires dont la gestion relève de la compétence exclusive des collectivités locales. La gestion rationnelle des ressources forestières est donc une nécessité. Les acteurs le savent, ils s'engagent devant le président de la République. Les revenus que nous tirons actuellement des forêts aménagées ont grandement amélioré nos conditions de vie et celles de nos familles, notamment par une meilleure alimentation, la prise en charge des frais de scolarité de nos enfants, l'amélioration de nos habitats et de nos moyens de transport, bref, au mieux vivre à tout point de vue. Nous réaffirmons notre engagement à participer activement à la préservation de l'environnement de notre pays, bien entendu en collaboration avec la direction des eaux et forêts. La lutte contre la dégradation de nos ressources forestières engage en définitive toutes les parties prenantes. C'est pourquoi le président Macky Sall en appelle à un comportement responsable. L'ampleur de ces phénomènes met en cause notre responsabilité individuelle et collective. Inverser cette tendance requiert un engagement citoyen de chacun de nous pour sauvegarder ce patrimoine que nous devons léguer aux générations futures. Si nous voulons réussir notre pari de faire du Sénégal un pays émergent, la gestion rationnelle et durable de nos ressources naturelles doit être notre credo. Cela implique bien entendu un comportement responsable des exploitants forestiers, de l'ensemble de la filière d'exploitation du bois et des ménages. La journée nationale de la foresterie est une première. Elle sera désormais inscrite dans l'agenda républicain. Le chef de l'État marque ainsi tout l'intérêt qu'il accorde au secteur. La visite qu'il a effectuée dans les stands aménagés lui a permis de voir la richesse des produits forestiers. Sur le registre culturel, la prestation des troupes locales illustre avec éloquence le patrimoine du Fouladou. Alors, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Tidiane. Avec l'institutionnalisation de cette journée nationale, qu'est-ce qui va changer dans la dynamique de lutte contre, par exemple, la coupe abusive de bois au niveau de nos forêts? Merci beaucoup. Je pense que c'est une occasion extraordinaire que le président de la République nous a offert. En instituant cette journée nationale de la foresterie, il nous donne l'occasion de sensibiliser davantage les acteurs sur la problématique de nos forêts. La problématique en termes de coupe abusive, la problématique en termes de lutte contre les feux de brousse, mais surtout la problématique de la dégradation des forêts par aussi l'action de l'homme, des actions anthropiques. Vous étiez aujourd'hui aux côtés du chef de l'État lors de sa visite à Anambé. Quelles sont les perspectives qui s'offrent aux producteurs de riz notamment? Les producteurs aujourd'hui ont été très satisfaits de cette visite parce que effectivement le président avait pris l'option de réhabiliter le bassin de l'Anambé et ce qu'il est en train de faire, le président va réhabiliter près de 5000 hectares au niveau du bassin de l'Anambé et a pris aussi la mesure d'équiper les producteurs de ce bassin. Et ce que le président est en train de faire, nous avons vu qu'il a inauguré et remis les clés donc des tracteurs. Je pense que maintenant la balle est au camp des producteurs
Et le président l'a indiqué, son Excellence M. Macky Sall a dit aux producteurs, la balle est dans votre camp, c'est à vous de produire. Et parce que lui, son paradigme, c'est de considérer la filière riz comme une chaîne de valeur, c'est-à-dire du champ jusqu'à la fourchette. Voilà. Le chef de l'État a également promis de promouvoir davantage le mobilier local et a promis une enveloppe assez substantielle pour les producteurs. Quand est-ce que cet argent sera disponible pour les acteurs? Alors oui, ça c'est dans le cadre déjà de la journée donc, de l'artisanat. Au niveau de la commande publique, le président avait promis 10 milliards pour les artisans. Je pense effectivement que cette demande en termes de bois pour le mobilier ne peut être assurée par notre seule forêt. Mais nous allons jouer notre partition en sensibilisant davantage les acteurs et en tout mettre en œuvre pour assurer une production normale de bois, une production rationnelle de bois qui tienne compte des possibilités de nos forêts. Voilà, là en tant que maire, vous avez prévu un programme spécial, un programme paysager pour rénover un peu l'environnement au niveau de Kolda. Quand est-ce que ça va démarrer? Ça va démarrer dès l'année prochaine. Nous avons la chance extraordinaire d'être traversé par un fleuve. C'est rare de voir une ville traversée comme ça par un fleuve, par le fleuve Casamance. Donc c'est une occasion que nous avons pour rendre notre ville attrayante, agréable, avec un cadre de vie. Nous avons voulu cette année profiter de cette occasion avec le bijou que le président nous a offert, ce pont qui est un joyau. Nous allons aménager les berges du fleuve pour rendre la ville plus attrayante, donner l'occasion aux Koldois de sortir, de bénéficier d'un cadre, de pouvoir se connecter à Internet parce que nous allons installer des bornes de connexion et finalement pour que les jeunes Koldois et les jeunes Koldoises puissent vraiment s'épanouir correctement au niveau de cette cité. Voilà, une dernière question, comment se posent les problématiques environnementales pour le Sénégal au niveau mondial? Alors le Sénégal entend jouer son leadership sur ce plan-là. Parce que nous préparons le sommet mondial à Paris en fin d'année sur les changements climatiques. C'est un sommet important pour l'avenir de l'humanité. Déjà au mois d'avril, en fin avril, le président nous a instruit de tenir la première conférence nationale sur le développement durable. Nous sommes en train donc de réactualiser la stratégie nationale de développement durable. Ensuite, vers fin avril, nous tiendrons la première conférence nationale sur le développement durable que le chef de l'État va présider. Voilà, Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, après le Fouladou, demain, le Pakao va recevoir le chef de l'État, une étape qui sera marquée par la visite du domaine agricole communautaire de Diendé. Demain encore, cher Traoré, nous allons partager votre antenne si vous le voulez bien. Ce sera avec grand plaisir, Diane Vali. Merci à vous, merci à toute l'équipe. On va vous retrouver demain donc avec beaucoup de bonheur pour nous faire un compte-rendu de la tournée économique du chef de l'État qui sera, vous l'avez dit, à Sédhiou. Merci à vous. Merci aux autres. On va poursuivre ce journal avec cet atelier d'élaboration d'un nouveau cadre juridique régissant les partis politiques qui a réuni des parlementaires, des constitutionnalistes et des représentants de partis politiques. L'initiative est de l'ONG 3D en partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de trouver un code réglementaire de l'espace politique au Sénégal. Mansour Sow. Cette rencontre fait suite à celle du 22 janvier 2015 sur la rationalisation de l'espace politique au Sénégal. Aujourd'hui, il s'agit de poursuivre la réflexion déjà entamée concernant l'élaboration d'un nouveau code juridique régissant les partis politiques. Un avant-projet de texte réglementaire s'articulant sur 9 axes majeurs. Premièrement, refonte totale de la loi sur les partis politiques avec adoption d'un code des partis politiques comprenant une partie législative et une partie réglementaire. 2. Exigence au moment de la création d'un parti politique d'un nombre de 10 000 signatures dans toutes les régions, avec 500 signatures au moins par région. 3. Obligation pour le parti politique de disposer d'un local approprié devant servir exclusivement de siège et d'une permanence dans toutes les régions du Sénégal. Une des grandes innovations, c'est le financement.
des partis politiques. Les partis politiques, dans l'avant-projet, normalement vont recevoir un financement. Une autre grande innovation réside dans l'élaboration d'un statut de l'opposition, un vrai statut de l'opposition avec un chef de l'opposition qui aura un rang protocolaire. Par une démarche participative et inclusive, l'ONG 3D, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, promeut un dialogue fécond entre les acteurs de l'espace politique sénégalais. Quand nous voyons les problématiques qui se posent à l'échelle du territoire national, nous nous saisissons de ces problématiques pour en faire un débat national, de sorte à arriver à des solutions. Avec le ministère de l'Intérieur, comme avec les autres ministères, donc avec l'État, nous développons un partenariat dynamique devant permettre de résoudre les problèmes que les Sénégalais rencontrent tous les jours. Au terme de ces 72 heures de réflexion et de partage, un draft et la mouture finale du projet de code des partis politiques vont être validés. Un pas important vers l'éradication définitive d'un multipartisme anarchique. Le village de Yam, dans la commune de Diamniadio, réceptionne son école. Celle-ci avait été détruite pour les besoins de la construction de l'autoroute à péage. L'infrastructure a été reconstruite un an après par Eiffage pour un montant global de 100 millions de francs CFA. Les populations n'y croyaient plus. L'école de Yam avait été déplacée pour les besoins de l'autoroute à péage. Un an après, les habitants réceptionnent ce bijou qu'on leur avait promis. Reconstruite par Eiffage Sénégal, l'infrastructure est nettement mieux lotie que l'ancienne école, avec 8 salles de classe modernes et un bloc administratif. Des 3 classes de l'ancien site, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, devant ces magnifiques et majestueuses 8 salles de classe. Ce bloc administratif de 4 pièces, dont le bureau du directeur, ces 8 boxes de toilettes ainsi que l'addition en eau. À cela s'ajoute la promesse par l'APIX d'assurer le mur de clôture et l'électrification de l'école au courant de l'année 2015. Cette délocalisation de l'école a eu pour conséquence l'augmentation du taux de fréquentation. De 80 places, la capacité de l'école est passée à 300. À travers chants et danses, élèves, parents, bref, la population dans sa majorité a manifesté sa joie. Nous devons à la vérité de témoigner des qualités exceptionnelles des populations de Yam. Ces qualités exceptionnelles qui leur ont permis de s'approprier du projet et de faire preuve, surtout au moment de la libération des emprises, d'une écoute attentive, conciliante certes, mais éminemment responsable. Les enfants ici présents, Boulen Faté, Moïsouniou Elek. 3 moulins d'une valeur de 6,5 millions et 3000 cahiers ont également été offerts aux villageois de Yam. Dans un élan de communion, ils ont remercié Eiffage pour ses belles réalisations. La vie et l'œuvre de Serigne Babacar Sy retracée, l'Institut islamique de Dakar a réuni d'éminents intellectuels qui sont revenus sur les différentes étapes de la vie de cet illustre homme de Dieu, Papa Djibril Fall. Ces paroles divines donnent le ton à ce symposium qui porte sur la vie et l'œuvre de Seydi Aboubacar Sy. De son vivant, l'homme a toujours chevillé sa pratique au Coran et à la tradition prophétique. Il y a des moments où il faut s'arrêter sur les grandes personnalités qui ont marqué le destin du pays pour en tirer des ressources nécessaires pour renouveler l'énergie des populations, l'énergie spirituelle des populations, afin de leur permettre d'accompagner l'histoire de leur pays avec la sagesse des anciens. Je crois que c'est dans ce sens que se remémorer la vie de Serigne Babacar Sy a une signification. Modèle incontestable, un homme de son temps, le premier calife de Maodo a abordé dans ses œuvres les questions qui interpellent son époque, mais aussi les générations futures. Il demande aux jeunes de ne pas se laisser aller, de ne pas choisir la facilité et de comprendre que le résultat est au bout de l'effort. Le deuxième élément, c'est dans sa
dans sa conscience que l'homme africain doit avoir une estime de soi. Né en 1885 à Saint-Louis, Serigne Babacar Sy a été khalife de la Tidjaniya de 1922 à 1957. Près de 60 ans après son rappel à Dieu, Seydi Aboubacar Sy demeure une source intarissable. Nous allons revenir sur le Magal de Porokhane, une occasion pour la majorité des femmes de donner des habits et des bijoux en guise de cadeaux. Une manière de montrer leur attachement à la mère de Serigne Touba. Abibou Mbaye revient sur cette pratique devant le mausolée de Mame Diarra Bousso. Mausolée de Mame Diarra Bousso, point d'attraction des fidèles. La Sainte Mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul incarne l'une des références les plus sûres pour toute femme mouride. Au-delà des ziyaras, les femmes ont toujours en viatique ce qu'elles ont de plus cher. Vêtements, boubous de valeur, bijoux qu'elles donnent pour davantage montrer leur attachement à Sokhna Mariama Bousso. Faisons pour Sokhna Mame Diarra car elle est notre référence. Donc le Magal est une occasion de démontrer notre attachement. Et chaque année nous renouvelons le geste et cela depuis le bas âge. Nos garde-robes ne désemplissent jamais. Les camions stationnés aux abords du mausolée est le réceptacle des vêtements que les femmes offrent à Mame Diarra. Une fois collectés, ces habits vont être distribués aux nécessiteux et autres familles de Porokhane, des villages environnants et même jusqu'à Touba. Tout à l'appréciation de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Ce sont des habits qui seront distribués à toute la famille de Mame Diarra et à toute personne nécessiteuse. Cette commission de collecte est composée d'une centaine de personnes. Ces femmes donnent des habits, des bijoux en or, des parfums, comme si elles le remettaient main à Mame Diarra. Le travail de collecte est organisé par le Daïra des Ndongo Tarbiya, le Serigne Mountakha, qui à travers ce geste œuvre inlassablement pour Djaratullah, la voisine de Dieu. Je vous invite à découvrir la capitale de l'Allemagne, Berlin. Visiter Berlin en période d'hiver n'est pas chose facile. Quand on vient du Sahel, dans la capitale allemande, la température est à moins de 2 degrés. L'essentiel des édifices sont couverts de neige malgré le temps frais. Nos reporters ont quand même fait le tour de la ville. Maman Moussagna. 11 heures dans les rues de Berlin. En plein hiver, les automobilistes sont obligés de mettre de la lumière. Il neige sur Berlin. À moins 2 degrés, la circulation est presque vide. Difficile de faire le tour à pied. Malgré le soleil qui brille sur Berlin, les vestes, manteaux et autres écharpes sont très présents. Au loin, nous apercevons, après un parcours de combattants minés de boules de glace, la colonne de la victoire. D'une hauteur de 8,30 mètres, une statue la surmonte, celle de la déesse Victoria. Un site historique qui rappelle la guerre entre Français et Allemands. On raconte que les canons récupérés de la France ceinturent la tour. À quelques encablures, le Parlement allemand. Ici siègent les parlementaires pour le vote de loi. Un espace apparemment envahi aussi par la neige. Mais ce n'est pas la seule infrastructure prise d'assaut par la glace. La maison des cultures n'est pas mieux lotie. Les artistes sont d'ailleurs aux abonnés absents. Voici l'ambassade du Sénégal à Berlin. Vous pouvez la découvrir au milieu de la cité des chancelleries à Berlin. Berlin, qui se souvient encore de cette tragique histoire qu'il avait divisée en 2 localités. Pendant longtemps, les fils de l'Allemagne se sont regardés en chiens de faïence avant de se retrouver. Un mur les a séparés pendant plusieurs dizaines d'années. Ce sont des centaines de visiteurs qui viennent chaque jour découvrir ce qui reste du mur. Après la chute du mur, les populations étaient très contentes. Toutes les 2 Allemagnes se sont retrouvées. Chacune y a trouvé ses intérêts. Voici donc tout ce qui reste du mur de Berlin. Les 2 Allemagnes sont réunifiées pour l'éternité. À Berlin, Khadija Bey, Maman Moussagnan pour la radio-télévision sénégalaise. La Maman Moussagnan, tout courageux, qui a traversé donc la neige pour nous faire découvrir Berlin.
En sport, match aller de la double confrontation Mali-Sénégal. Les Lions ont été battus hier soir à Bamako par les Aigles du Mali 65-43. 22 points d'écart que le Sénégal doit combler lors du match retour prévu samedi prochain au stade Marius Ndiaye de Dakar. Saïlinko Sissoko. Intraitables à domicile, les Aigles du Mali ont dévoré les Lions. 65-43, score final. Chersar et ses protégés ont souffert sur le parquet de Bamako, pris en tenaille par des Maliens au meilleur de leur forme. Le premier quart-temps a pourtant donné aux Lions une lueur d'espoir dans ce match, 13-11 pour le capitaine Mohamed Diop et ses coéquipiers. Des shoots improbables comme quoi ils gardent un brin d'étincelle de leur parcours du Mondial 2014. Mais il ne faut pas s'y tromper, les Aigles sont impitoyables aussi bien en défense que devant le panier. Déjà à la pause, les Maliens mènent 27-19. De retour sur le parquet, les Lions retrouvent de l'adresse, 14 points inscrits. Mais les Aigles vont survoler la rencontre dans le dernier carton, creusant l'écart à 22 points. Galvanisé par son public, l'équipe du Mali n'a pas tremblé face au Sénégal. Le match retour à Dakar dans 2 semaines s'annonce déjà palpitant. Lendemain de défaite, Saïlinko Sissoko, jour de regret et de déception, les Lions se remettent difficilement de la lourde défaite concédée face aux Maliens. Mais il faut vite se replonger dans la compétition. C'est l'état d'esprit du staff et des joueurs qui gardent la détermination et la confiance pour se qualifier à l'Afrobasket 2015. Reportage de nos envoyés spéciaux à Bamako, Aliou Ndiaye et Sedina Loudjigo. Une mise au vert après s'être cassé comme du verre. Défaite contre le Mali 65-43, le réveil a été difficile au lendemain de la bévue. C'était pas facile du tout, quoi. Pas facile du tout. Ce sont les réalités de la haute compétition aussi, c'est ça le sport. Et des fois tu gagnes, et des fois aussi tu perds, quoi. Normal alors qu'on parle sans arrêt. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À la raquette, on est à 8 sur 16 et eux ils sont à 100%. Donc je pense que ça s'est joué là-bas. Mais en plus, je pense que notre force se trouvait à l'extérieur et puis nos joueurs quand même ont pu tirer plusieurs fois à 3 points. Donc, mais malheureusement, on a fait 4 sur 22. Bon, ils ne nous ont pas empêchés de jouer, mais la réussite n'était pas au rendez-vous à notre niveau. Pour autant, cela ne signifie pas que les jeux sont déjà faits. Staff et joueurs disent conserver leurs chances, même si elles sont minimes. Mais il faut y croire, vouloir c'est pouvoir, renverser la vapeur, une mission bien possible. Au lieu de 100%, mais on va se donner à 200%. Donc on connaît l'équipe adverse, sa manière de jouer, donc la balle est dans notre camp. En attendant, l'heure est à la préparation du match retour et ne comptez surtout pas sur Chersar pour dévoiler sa stratégie. Oui, par médias interposés, on n'a pas la possibilité de regarder ce que fait le Mali. Donc si on dit nos stratégies ici à la télé, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'on va garder notre sérénité et essayer de travailler sereinement, déjà prendre des décisions, puis ne pas dévoiler ce qu'on fait parce que quand même on ne peut pas donner une arme à l'adversaire. Inutile alors de préciser que la préparation de la seconde manche se fera à huis clos. Elle débute lundi. Voilà, des Lions déçus mais pas abattus. La manche retour Sénégal-Mali, c'est ce samedi ici à Dakar au stadium Marius Ndiaye. En football, le match AS Pikine Stade de Mbour s'est terminé par un nul. 0 but partout, un match comptant pour la 10e journée du championnat. Pour rappel, le champion en titre n'a qu'une seule victoire depuis le début du championnat. Ibrahim Ndao. Toujours pas de victoire à domicile depuis le début du championnat pour l'AS Pikine. Le champion en titre a été tenu en échec par le stade de Mbour au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Un score nul et vierge qui profite aux Mbourois. Pourtant, dès la 15e minute, les Pikinois se font menaçants avec cette tête sans succès. Mais les visiteurs sont bien en place et se créent même des occasions. Illustration avec cette balle sauvée in extremis par BTC. Seconde période, du champ neuf de part et d'autre, et même un double changement pour Al-Hussein Hussein dès la 73e minute. Sur le terrain, on constate plus de vivacité du côté des Mbourois, beaucoup plus d'occasions. Mais le portier de Pikine est toujours là pour enrayer le danger. Score final, 0 but partout. Pikine a cherché vaille que vaille à scorer. Le stade de Mbour s'est défendu du mieux qu'il a pu.
Et puis finalement, par manque de réalisme, nous nous retrouvons avec un 0-0. On a cherché, mais malheureusement, Pékin est en place, c'est une grande équipe. Bon, c'est ça. On voulait gagner. Vraiment, à un moment, j'ai senti que Pékin ne sortait plus. Nous, on voulait pousser pour aller marquer parce qu'on n'avait rien à perdre. Bon, malheureusement, ils ont bien défendu. On est sorti 0-0 dans ce match. Avec ce nul vierge, le champion en titre est toujours en bas de tableau. Toujours en football, l'Olympique de Ngor s'apprête à jouer le match retour des préliminaires de la Coupe CAF après sa défaite à Douala. Face au club camerounais, les dirigeants ont fait face à la presse pour appeler les supporters à la mobilisation. Saïline Konsisoro. Les Ngorois n'ont pas le choix. Rien qu'une victoire s'ils veulent continuer l'aventure en Coupe de la CAF. Défait à Douala 1-0 dans les phases préliminaires, le club a cœur de rebondir dans une semaine. Pour cela, les dirigeants espèrent une grande mobilisation des supporters. Il y a mobilisation et fédéré aussi. Tout le monde. C'est très bien mobiliser tout ce qui est les bouts et tout ça, c'est très bien, mais aussi fédérer les autres clubs. Parce qu'on va jouer samedi. C'est vrai qu'on se connaît tout à l'heure, mais c'est une journée où il n'y a aucun match qui se fait. Faute d'une pelouse gazonnée, l'équipe va recevoir le club camerounais à Demba Diop. Selon le président, 150 millions de francs CFA suffiront pour achever les travaux du stade. Durant cette conférence de presse, beaucoup de questions sur l'état d'esprit des joueurs ainsi que les chances de qualification de l'Olympique de Ngor. Nous pensons bien nous qualifier parce que on a perdu à l'aller par 1-0. Je pense que c'est un handicap très surmontable. Donc pour qu'on puisse relever le défi, il faut qu'il y ait un défi, relever le défi de la mobilisation. Donc on compte mobiliser toute la communauté debout et mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent franchir ce cap. Alors moi j'étais au match, on a perdu sur une balle arrêtée, sur un corner. Sur un peu une erreur entre les arrières et le goal, je dirais plus que du goal, ça arrive. Mais moi au nombre d'actions, vraiment d'actions de but, je crois qu'on en avait plus qu'eux. Ils ont une deuxième action de but, effectivement, où ils ont pris notre défense à revers complètement. Ils sont très rapides, mais nous on n'avait pas nos ailiers aussi. C'est ça le gros problème. Il faut savoir qu'il nous manquait nos ailiers. Donc déjà au retour, ils vont avoir faute à faire avec nos excentrés. C'est ça. Je pense qu'ils auront beaucoup plus de difficultés pour les passer. Jouer les préliminaires en Coupe de la CAF est déjà historique pour les Olympiens. Se qualifier au second tour serait tout simplement la cerise sur le gâteau pour un club qui goûte pour la première fois à un délice continental. Voilà, cet élément met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ibrahima Mboub sera sur ce plateau pour le dernier journal. Passez d'excellents moments sur la RTS.